Donc on va passer à l'intervention de Ginette Vincendo, qui est professeure de Film Studies à King's College et également responsable du Film Studies Programme de King's College. Alors, Ginette Vincendo est spécialiste du cinéma français populaire et du cinéma européen, et également spécialiste de Star Studies, enfin de la question de la star et de l'acteur. Ce qui n'empêche pas, justement, à plusieurs reprises, d'avoir travaillé sur les interactions entre la France ou l'Europe et Hollywood, dans un sens comme dans l'autre. Alors, directement en rapport avec son intervention, je citerai son livre Journeys of Desire, co-dirigé avec Alastair Phillips, qui est tout récent puisqu'il est paru au BFI, enfin aux presses du BFI, en 2006. Également, alors dans les interactions dans l'autre sens, un ouvrage sur Jean-Pierre Melville qui s'appelle An American in Paris, donc on voit bien l'interaction, qui est paru aussi au BFI en 2003. Et également un ouvrage que je voudrais mentionner parce qu'il va bientôt être édité en français, qui s'appelle Stars and Stardom in French Cinema, qui est paru chez Continuum en 2000 et qui doit paraître d'ici la fin de l'année, nous l'espérons, dans une édition française augmentée et retravaillée dans la collection Champs visuels étrangers chez l'Harmattan. Donc je signalerai, bien que ça soit un peu un red herring, que Ginette travaille actuellement à un ouvrage sur la représentation du Midi dans le cinéma français et international. Ça n'a que peu de rapport avec, je pense, son propos d'aujourd'hui, mais je le signale par courtoisie. Donc l'intervention de Ginette portera sur les acteurs européens et le star system hollywoodien à l'époque classique. Merci Raphaël pour cette présentation. Merci Jacqueline et Jean-Loup de m'avoir invité à revenir dans ces lieux où j'avais fait quelques cours en 2004 dans une salle plus modeste mais avec beaucoup de plaisir. Et merci à Jean-Marc aussi pour son intervention qui m'est très utile dans le sens où je pense que certaines choses que je vais dire sur les acteurs européens dans le star system hollywoodien confirment ou illustrent certains points dont tu as parlé, et peut-être quelques-uns les contredisent. Donc ça, c'est pour la discussion. Et excusez-moi de commencer par cette publicité éhontée pour mon livre donc, qui est là sur l'écran, mais je voulais en profiter aussi pour une toute petite note politique, disons, qui n'était pas prévue au programme, mais pour vous dire qu'actuellement, les éditions du BFI sont menacées de disparaître. Et toute une campagne est en train de se mener en Grande-Bretagne et aux États-Unis parce que la disparition des éditions de BFI serait vraiment une catastrophe pour toutes les publications de cinéma sérieuses. Et si vous en avez envie, je vous conseille de bombarder la directrice du BFI de lettres, d'emails pour lui dire que ce serait une catastrophe également sur le plan international. Donc, merci d'avance. Pour en venir à ma présentation, donc, le travail que je vous présente aujourd'hui est issu des recherches effectuées donc, pour un livre que j'ai réuni avec Alastair Phillips, Journeys of Desire, qui fait partie des recherches du réseau Les émigrés dans le cinéma hollywoodien de la Maison des sciences de l'homme à Paris. Ce travail nous a permis de comprendre à la fois l'apport colossal des acteurs européens à Hollywood. J'ai un peu de problème, est-ce que je dis Hollywood ou Hollywood? Ça fait un peu prétentieux, mais j'ai du mal à dire Hollywood en anglais. Nous en avons recensé plus de 900 dans le livre, et les rapports complexes entre ces acteurs et le cinéma hollywoodien, mais aussi nous a permis de comprendre à quel point les frontières entre Europe et Hollywood sont floues quant à l'identité des acteurs et des films. Alors, ma présentation se divise en deux parties. La première, qui est un petit précis des grands points du livre. Alors, je m'excuse auprès de Jacqueline et Jean-Loup qui ont déjà entendu certains points. Par ailleurs, sur un plan positif, si vous n'avez pas envie de lire le livre, je vous en donne un résumé des 460 000 mots en 10 minutes. Donc, une première partie très générale qui sera suivie d'un petit travail que j'ai fait récemment pour cette présentation sur le film Casablanca, qui va me permettre aussi de faire un peu un mea culpa, parce que je me suis aperçue que dans le livre, Alastair et moi, nous étions un peu trompés sur Casablanca, ce qui prouve
un point méthodologique important, qu'il ne faut jamais se fier aux légendes, même et surtout lorsqu'elles sont extrêmement séduisantes. Alors, il importe de dire tout d'abord que l'émigration des acteurs à Hollywood est loin de se limiter à l'exil politique, même si celui-ci constitue un apport important. Notre travail et celui de nos nombreux collaborateurs dans cet ouvrage, il y en a plus de 70, nous a mené à distinguer 4 grands types d'émigration en ce qui concerne les acteurs, que j'appelle sociale, culturelle, politique et institutionnelle. Par immigration sociale, j'entends le fait que l'émigration des acteurs au cinéma suit bien sûr d'autres vagues d'émigration, en particulier celle des Juifs d'Europe centrale au XIXe siècle, qui ont, entre autres, fourni plusieurs grands pionniers du cinéma américain, Adolphe Zukor, on en a parlé. La présence dans les grandes villes américaines d'importantes communautés allemandes et d'Europe centrale, irlandaises, italiennes, etc., a joué un rôle important dans le recrutement des acteurs et dans la création des publics de cinéma. Ce que j'appelle l'émigration culturelle concerne le rôle du théâtre, du music-hall et de l'opéra en tant que précurseurs. Les troupes britanniques, italiennes, yiddish en particulier, les tournées des grandes stars comme Sarah Bernhardt du théâtre européen ont joué un rôle primordial dans la formation et le recrutement des acteurs au cinéma hollywoodien. L'émigration politique est celle qui a fait couler le plus d'encre. Si son ampleur a été exagérée par rapport aux autres, elle n'en reste pas moins réelle. Après la vague des Russes qui suit la révolution 1917, arrivent les Allemands et la diaspora d'Europe centrale dans les années 30, suite à l'arrivée des nazis au pouvoir. Ce sont des lieux communs, mais il est bon de le rappeler. Et enfin, l'exil des territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui bien sûr va se voir dans Casablanca. Last but not least, l'émigration institutionnelle est celle causée par le pouvoir d'attraction d'Hollywood qui provoque les Journeys of Desire, qui donnent leur titre à notre livre. Elle connaît une première phase spontanée, disons, qui passe souvent par les premiers studios de la côte Est, donc dans les premiers temps du cinéma. Une deuxième phase qu'on appelle structurée pendant la période classique, celle qui nous intéresse aujourd'hui, et une troisième phase, disons, anarchique dans la période post-classique. Dans les années 20, des années 20 à la fin des années 30, les studios hollywoodiens mettent en place des stratégies pour placer les stars européennes sous contrat. Les talent scouts, voire les studios executives, comme Daryl Zanuck, Irving Thalberg, Louis B. Mayer, etc., sont sur le qui-vive pour repérer les acteurs à succès sur les scènes de New York, à Vienne, Berlin, etc. John Burroughs, un chercheur britannique qui a écrit dans notre livre sur l'émigration britannique, note que pendant les années 30, je cite, les soirs de première à Broadway, jusqu'à 50 fauteuils d'orchestre sont réservés pour les talent scouts des studios hollywoodiens, surtout pour repérer les acteurs britanniques. Dans cette course, les studios se font une concurrence intense. Bon, beaucoup de légendes très connues là-dessus. Les stars les plus célèbres sont reçues en grande pompe à l'arrivée de leur paquebot dans le port de New York et ou de leur train à Los Angeles. En octobre 1928, par exemple, Maurice Chevalier est accueilli en Californie au son de la Marseillaise. Certaines stars vont d'ailleurs jouer un rôle d'ambassadeur de leur communauté nationale respective. Alla Nasimova, par exemple, pour la communauté russe. Charles Boyer, j'avais une très belle slide, je l'ai perdue, excusez-moi, pour les Français, mais vous savez à quoi ressemble Charles Boyer. Marlène Dietrich, que vous avez vu sur la couverture du livre pour les Allemands. Charles Laughton, aussi Aubrey Smith pour les Britanniques. Dès que les acteurs sont sur place, la machine des studios se met en place pour promouvoir leur exotisme, tout en l'adaptant au goût américain. Des fortunes sont dépensées en publicité, tandis que des équipes transforment la garde-robe, le maquillage, voire la coiffure. Ici Jean Gabin, le physique des acteurs, l'histoire fameuse d'Ivan Modjuskin dont on coupe, on opère le nez, ainsi que leur accent ou même leur nom. On parlait d'appeler Jean Gabin John Gabin parce que Jean ça fait Jean, ça fait féminin. On ne l'a pas fait puisqu'il est reparti très vite. Ainsi que leur accent ou leur nom selon les canons hollywoodiens. Il est notoire que malgré cet investissement, le succès des acteurs européens n'est pas automatiquement au rendez-vous. Les bons rôles tardent souvent et nombreuses sont les déceptions. C'est un thème important dans notre livre et l'objet, encore une fois, de beaucoup de légendes. Mais nous avons isolé 4 types de carrières hollywoodiennes pour les acteurs européens, que je vais signaler très vite. Premier cas, très rare, les très grandes stars, dont Garbeau, Dietrich, Chaplin, Chevalier, Bergman, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme,
Antonio Banderas, même si parfois c'est pour une période très courte. Je ne résiste pas à vous montrer une photo de Sonia Henney, star hollywoodienne de la fin des années 30, qui était une championne de patinage artistique et qui est complètement oubliée de nos jours, mais qui a pour quelques années connu vraiment le sommet du box-office pendant 2-3 ans. Deuxième cas plus fréquent, les stars mineures, soit associées à des genres très ciblés, comme le film d'horreur, Bela Lugosi, Boris Karloff, soit des acteurs de composition, même de premier plan, comme Claude Rains, Louis Jourdan, Peter Ustinov, etc. Le troisième cas, de loin le plus important numériquement, est celui d'acteurs de composition qui jouent des rôles stéréotypés et ou épisodiques qui souvent ne figurent pas au générique. Alors merci à IMDb qui maintenant nous a transformé les recherches sur ce plan, ou du moins les a rendues beaucoup plus faciles. Certains ont des filmographies absolument colossales. On a des acteurs dans notre livre qui ont des filmographies de 200, 300 films, et souvent des figures totalement inconnues maintenant. Enfin, je mentionne le quatrième cas, plus rare mais fascinant, celui de très grandes stars dans leur pays d'origine et qui ont échoué de manière plus ou moins spectaculaire et qui est souvent ressenti d'ailleurs comme une perte de dignité, dont parlait un peu Jean-Marc. Entre autres, Ivan Mosjoukine, malgré l'opération de son nez, Isa Miranda, Jean Gabin, Gracie Fields, Marcello Mastroianni, Hildegard Neff, Alain Delon, j'en passe. Alors, une des grandes questions qui est soulevée par cette recherche sur les acteurs européens à Hollywood est donc celle de l'échec ou du succès des acteurs et des stars. Diverses raisons ont été avancées, certaines relevant de la paranoïa la plus totale, selon laquelle Hollywood aurait attiré les meilleurs talents européens afin de ruiner leur réputation en leur attribuant des rôles ridicules, tout en affaiblissant par la même occasion leur cinéma national. Nous avons trouvé il y a beaucoup de textes journalistiques sur ce mode. D'autres, d'un modèle que j'appellerais darwinien, selon lequel Hollywood est une jungle, où ceux qui s'adaptent aux règles en vigueur réussissent, tandis que ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas s'adapter périssent. Ces deux modèles s'appliquent bien entendu à d'autres types de personnel, metteurs en scène, directeurs de la photo, scénaristes. Mais en ce qui concerne les acteurs et actrices, des facteurs supplémentaires entrent en jeu sur lesquels j'aimerais parler brièvement. Alors, première chose qui nous a semblé très importante, c'est pour le succès, c'est l'adéquation des stars au genre dominant. Donc ça revient un peu à ce que disait Jean-Marc sur le système des emplois, le système des répertoires. Le succès de ceux qui ont réussi dans les années 30 et 40, donc Greta Garbo par exemple, Ingrid Bergman, correspond à la vogue du mélodrame et du film noir. Donc vous avez là l'exemple mélodrame en costume, le film noir. Le succès de Maurice Chevalier au début des années 30 correspond au succès de la comédie musicale. Puis, dans les années 80-90, par exemple, les très belles performances de Schwarzenegger et Jean-Claude Van Damme, plus récemment Jean Reno, qui commence une carrière hollywoodienne un peu importante, correspond bien sûr à la vogue du film d'action. Donc, deuxième point, l'importance bien sûr de l'accent et du type de formation de l'acteur. L'arrivée du parlant, c'est une évidence, crée une barrière orale à la carrière des acteurs. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que le studio system fait le plus appel aux talents étrangers. Les émigrés signalent leurs différences avec leurs accents, maintenant audibles, et certains échouent pour cette raison. Alors là aussi, beaucoup de légendes, Jean Gabin, Isa Miranda, Anna Sten, Alain Delon, parce que leur accent est tellement mauvais que leur type de performance ne suit pas et ils ne sont pas adéquats au rôle. Pourtant, et c'est là encore un paradoxe, quand le succès arrive, c'est souvent justement à cause de cette altérité qui est celle qui est signalée par l'accent. Alors, dans ce phénomène assez complexe et paradoxal, plusieurs paramètres s'entrecroisent. Premièrement, une division linguistique entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Les Scandinaves et les Germaniques, dans l'ensemble, parlent anglais de manière beaucoup plus convaincante que les Européens du Sud, français, italiens, espagnols. Deuxième point qui revient un peu à ce que disait Jean-Marc, la formation théâtrale est cruciale, car elle permet une meilleure articulation de la parole et une projection de la voix qui va pouvoir, au-delà de l'accent, faciliter le succès de l'acteur. Et à cet égard, on peut contraster par exemple le succès de Chevalier et Boyer, acteurs formés au théâtre, à l'échec de Gabin et Delon, acteurs qui ne le sont pas. Bon, pour rester dans le cas français, je pourrais prendre d'autres exemples. Par contre, un accent typé est peut-être à l'origine de très belles carrières de second plan, comme par exemple Conrad Veidt, sur lequel je reviendrai pour Casablanca. Mon troisième point, c'est l'adaptation des types et stéréotypes nationaux aux besoins du système hollywoodien à certains moments historiques.
Les acteurs européens, bien sûr, ont joué un rôle clé en tant que véhicule d'images identitaires associées à leur pays d'origine, selon des typologies culturelles qui, là aussi, précèdent le cinéma, à travers la littérature,